Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Hebdo. Nous y sommes encore cette semaine. Bienvenue une fois encore. Nous parlons de beaucoup de sujets, d'actualité au cours de cette émission. Militarisation de la police, adoptée en Conseil des ministres, avantages et inconvénients, on en parle. Affaire de 46 militaires. Fort Gnassingbé, nous avons appris qu'il était à Abidjan hier. Peut-on s'attendre très prochainement à un dénouement heureux? On en parle en tout cas sur ce plateau. Multiplication des coups d'État en Afrique de l'Ouest. C'est le dernier cas au Burkina Faso. Le coup d'État s'érige en règle. Que devons-nous faire? Nous en parlons. Demande de départ de la MINUSMA par le mouvement Yerewolo debout sur les remparts. Les avis sont partagés et la question divise et ça passionne dans les grains. Qu'est-ce que nous devons faire? Alors, nous avons trois bons invités sur ce plateau pour en débattre. Nous avons à ma gauche M. Siriki Kouyaté, qui est le porte-parole du mouvement Yerewolo debout sur les remparts, chargé des luttes sociales. À ma droite, nous avons M. Georges Koulibaly, il est journaliste indépendant. M. Monoko Touali, expert en communication DG de Afrique Média pour l'Afrique de l'Ouest. Alors, mesdames et messieurs, une fois encore, bienvenue dans votre émission à la Hebdo. Alors, Monsieur Siriki Kouyaté, porte-parole du mouvement Yerewolo debout sur les remparts, chargé des luttes sociales. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, c'est à moi de vous remercier. Très bien, merci. Monsieur Georges Koulibaly, journaliste. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Très bien, merci. Alors, le dernier invité, Monsieur Monoko Touali, expert en communication, DG Afrique Média, Afrique de l'Ouest. Alors, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis heureux de recevoir cette invitation que vous avez bien voulu m'adresser et l'occasion de dire à M. Georges que je suis heureux de le voir physiquement parce qu'on est tous du monde de la communication, on ne se connaît pas. C'est l'occasion et M. Kouyaté, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Alors, je suis très heureux que vous m'ayez invité. Très bien, merci. Alors, on commence par vous. En Conseil des ministres, la semaine dernière, nous avons eu l'adoption de la militarisation de la police. Alors, quels peuvent être les avantages et les inconvénients de la militarisation de la police? Oui. Justement, la militarisation de la police, on peut supposer que les autorités maliennes ont donc pris le soin d'analyser la situation et ont compris la nécessité que le pays est vaste. Le Mali est très vaste. L'armée intervient si on veut parler de théâtre des opérations, l'armée intervient, peut faire des ripostes, mais souvent, c'est un vide. Après le départ de l'armée, rien n'est sécurisé, rien n'est maintenu. Et c'est cette philosophie qui aurait certainement guidé le fait qu'il faut donc essayer de militariser. Donc tout ce qui est militaire et truc civil, comme on appelle ça, tout ce qui est truc civil, les sapeurs-pompiers, hein, ils seront désormais militarisés. Tout est militarisé. Tout est militarisé, puisque en termes de conflit qui se passe ici sur le terrain, les terroristes, les djihadistes, c'est une lutte asymétrie, hein, une guerre asymétrie, et ça pourrait beaucoup être du ressort des policiers qui sont vraiment bien spécialisés, bien professionnels en matière d'enquête sur le terrain. Parce que c'est les individus qui déclenchent les bombes. C'est les individus qui sont, avant de le connaître, on ne sait pas s'il est terroriste, mais il peut enclencher. Or, l'armée est habituée à une guerre bien précise. On connaît l'ennemi nous connaît. Est-ce qu'on tend vers la suppression de la police? Oui, c'est l'inquiétude. C'est l'autre aspect de la chose en tant que telle. Est-ce que si on militarise, est-ce que la police va disparaître? Est-ce que la disparition de la police, est-ce que ça a été où? Est-ce que c'était par rapport au chemin de la décentralisation, c'est-à-dire régionalisation des choses? Est-ce que le problème de faire en sorte que dans le Mali, les régions s'autogèrent? Est-ce qu'on va vers cela? Donc, il y a également des inquiétudes, mais on peut, par rapport à la circonstance de la lutte contre le terrorisme, et que le terrorisme est, par définition, une guerre qu'on ne maîtrise pas, c'est, on l'a dit, une guerre asymétrie. Est-ce que c'est ce qui aurait motivé, puisqu'on est dans une phase transitoire, et si c'est à la phase transitoire qu'on prend de telles mesures
qui devrait être du ressort d'un pouvoir purement légal et constitutionnel, on peut donc peut-être faire l'hypothèse selon laquelle la situation dit... Très bien, alors Monsieur Monoko, vous avez été compris sur cette question. Alors tendons-nous vers la militarisation. Nous savons que pratiquement toutes les institutions sont militarisées. Le CNT, c'est dirigé par un militaire. L'administration territoriale est dirigée par un militaire. Actuellement, la primature, même, c'est un militaire. Est-ce que nous tendons vers la militarisation des institutions de la République? Vous savez, d'abord, par rapport à la police, c'est un peu compliqué. Parce que c'est en 91, lorsque la police a tiré sur les manifestants, à l'époque, la police était militarisée, qu'après les événements de mars 91, le peuple a demandé à ce que la police soit démilitarisée. Aujourd'hui, on veut revenir à militariser cette même police. Étant donné qu'il y a une autre police qu'on appelle la police territoriale, qui est en gestation avec l'accord d'Alger. Au départ, on disait que les combattants qui sont venus envahir notre pays, au total, ne dépassaient pas 7000 éléments. Déjà, avec cet accord-là, 10 ans après, bien vrai que d'autres ont abandonné, d'autres ont été neutralisés, on suppose que l'armée monte en puissance, la montée de l'armée en puissance a des conséquences, c'est-à-dire que considérables sur l'ennemi. Mais si après tout ça, on vient nous parler de 26 000 éléments ex-combattants qui doivent être réintégrés sur le processus DDR. Encore tout simplement. Donc c'est pour dire quelque part que est-ce que les autorités ont le contrôle de la situation qui prévaut sur le plan sécuritaire? Parce que c'est ce qui est très dangereux. Parce que quand vous amenez des éléments que vous ne parvenez pas à contrôler... Bon, ma question n'est pas là. Donc, ma question n'est pas là. Ma question, c'est de savoir la militarisation. Ils sont entrés, il y a l'adoption de la militarisation de la police. Est-ce que tendons-nous vers la militarisation des institutions de la République? Oui, moi, ma réponse, c'est pour dire que, est-ce que c'est ça la réalité? Est-ce que c'est pas de fait que les autorités n'ont pas le contrôle, que les autorités veulent tout tenter et en si peu de temps par rapport à un problème qui n'est pas aussi compliqué que ça. Donc moi, au lieu de penser qu'on va vers la militarisation, j'ai l'impression que les autorités actuelles veulent tout simplement tout contrôler et mais maintenant, peut-être pour après tout perdre. C'est un peu ça le sentiment que moi j'ai. Mais quel est l'avantage aujourd'hui de militariser la police? Oui, s'il y a le besoin qui est là. Les gens ont demandé lors des assises nationales. Vous savez que le peuple, là, souvent a du mal à inventer quelque chose de nouveau. Dans l'euphorie, on peut réclamer à ce que la police soit militarisée pour question de discipline. Mais pourtant, nous avons connu un ministre de la Défense ici qui a dit qu'au sein de l'armée, il n'y a pas la discipline parce que les recrutements se font de façon très compliquée. Donc, c'est pour vous dire que là où nous sommes aujourd'hui, la police est très frustrée par rapport à cette question. Pourquoi? Parce qu'elle pense qu'elle n'a pas été consultée. Pourquoi? Parce qu'elle pense qu'elle était dans une revendication et pour stopper la revendication, voilà un peu un piège qui va être tendu. Et ce piège-là, ce piège qui est tendu, une des inquiétudes aujourd'hui de la police, c'est quoi? C'est la transposition. Il y a des commissaires qui sont des docteurs qui vont être déversés dans l'armée. Dans l'armée, qu'est-ce qu'on va leur poser comme galon ou quels seront vraiment les titres-là qu'on va les accorder pour qu'ils... Est-ce que tout ça, là, ça a été étudié avant d'être mis sur la table? Donc c'est ça un peu les inquiétudes. Parce que si ça a été étudié, on allait pouvoir asseoir autour d'une table pour discuter réellement des contours, les tenants et les aboutissants. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est dans l'euphorie qu'on va aller vers ça. Et donc moi, je pense qu'au temps de général Moussa Traoré, il y avait ce sentiment-là que le pouvoir avait de peut-être prendre en otage toutes les autres forces, qu'elles soient motrices ou qu'elles soient, c'est pas vives. Et c'est très dangereux dans une situation pareille où nous n'avons pas le contrôle de notre territoire. Très bien. Alors, Monsieur Georges Koulibaly, nous avons en tout cas des inconvénients de cette mesure, c'est que la Grande Muette n'a pas droit à la grève. Et si on militarise aussi la police, c'est que la police n'aura pas droit à la grève. C'est l'une des, je pense, des questions aussi qui se posent par rapport à cette
ce processus de militarisation de la police nationale parce que aujourd'hui la police nationale du Mali a un syndicat qui représente aussi et qui revendique les droits que la police pense pouvoir avoir et les avantages aussi qui vont avec. Maintenant, dans ce processus de militarisation, la question que moi je me pose personnellement, c'est quel est l'avenir en tout cas de ce syndicat-là aujourd'hui? Est-ce que c'est pour les faire taire qu'il faut militariser la police? Je ne sais pas si c'est pour les faire taire, mais en tout cas, il est clair que il y a une vraie question qui tourne autour de l'avenir de ce syndicat, déjà dans le processus de militarisation. Quel sera le rôle de ce syndicat-là? Est-ce qu'après aussi, une fois que cette militarisation sera effective, est-ce que ce syndicat aussi sera appelé à disparaître et à être dissout aussi dans cette police militarisée qui sera peut-être aussi qui va rejoindre les autres corps de l'armée nationale. Donc il y a une vraie question autour de cela et on verra quelle sera la réaction et la position aussi du syndicat de cette police nationale et aussi comment les éléments de la police aussi vont réagir vis-à-vis des positions aussi de ce syndicat. Je pense que c'est quelque chose c'est très intéressant d'observer dans les jours à venir. Parce que l'adoption, ça doit être validé par le Conseil national de transition dans les jours à venir. Donc, on en parlera. Si il y a de l'évolution, on reviendra vous informer tout naturellement. Alors, affaire de currency militaire, nous avons appris dans les coulisses que le président togolais, Faure Gnassingbé, a été à Abidjan hier. Alors, peut-on, je suis toujours avec vous, monsieur Georges, peut-on s'attendre à un dénouement heureux très prochainement de cette situation qui devient de plus en plus complexe? On constate que les dernières semaines et les derniers jours, il y a beaucoup de déplacements et que le sujet, en tout cas, suscite un engouement au sein de l'organisation sous-régionale, mais aussi auprès des présidents et des responsables politiques de la sous-région. Donc on a vu des déplacements de présidents ouest-africains ici à Bamako, mais aussi hier le voyage, en tout cas ce jeudi, donc le voyage du président togolais à Abidjan, donc un voyage express, donc qui est aussi, même si sur les pages officielles de la présidence de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas mentionné précisément que le voyage avait pour vocation de parler de ce sujet, mais on s'en doute bien que c'est l'un des sujets, en tout cas, sinon le sujet qui sera sur la table, et que le président togolais, qui est aussi médiateur dans la résolution de ce qui est devenu aujourd'hui une crise, en tout cas va peser de tout son poids pour qu'il y ait un dénouement, en tout cas, et que le Mali et la Côte d'Ivoire puissent, en tout cas, parvenir à un compromis, sinon à un accord sur cette question. Très bien. Alors, le 22 septembre dernier, ils étaient à New York et il y avait eu un sommet extraordinaire. Il y a une délégation de la CEDEAO qui était dépêchée. Alors, rapidement, nous avons appris que Faure Gnassingbé, qui s'est fait représenter par son chef de la diplomatie, le professeur Robert Doucet, pourquoi il n'était pas là, Faure Gnassingbé, dans la délégation? Est-ce qu'on peut imaginer le pourquoi il n'était pas là? Oui. Et Macky Sall aussi, qui devait être là, mais qui s'est fait représenter, en tout cas, qui s'est fait remplacer par Adama Barrow. Oui, une institution peut donc mandater des personnalités. Oui, nous savons qu'il est le médiateur principal et peut-être sa présence dans la délégation peut décanter rapidement dans la situation, mais pourquoi il n'était pas là? Oui, la question est bien fondée quand vous la posez, mais puisque je n'ai pas personnellement tous les éléments qui justifient son absence, mais je me dis qu'il n'était pas absent dans la mesure où il a donné mandat à celui qui devrait effectivement jouer pleinement le rôle qu'il devrait jouer. Ce dernier était à Bamako. C'est tout ce qui est très important de mon point de vue. Mais au-delà, je vais rebondir sur la question que vous avez posée à mon copanéliste ou à mon co-débatteur. Il faut prendre du recul quand il y a une situation. C'est-à-dire? Oui. Nous sommes en Afrique. L'Afrique a besoin de la cohésion. L'Afrique a besoin de la paix. Il y a des brassages très profonds entre les peuples africains.
Togolais, Béninois, Camerounais, Ivoiriens, Zaïrois, Burkinabés, ainsi de suite. Cette cohésion, il faut la sauvegarder. Si l'Afrique est dans une dynamique de sa souveraineté, ce n'est pas à rang dispersé que nous devons y aller. On doit y aller dans une logique de collégialité. Mais jusque-là, est-ce que vous répondez à ma question? Oui. Allez-y. La question, vous m'avez dans un premier temps demandé pourquoi il n'était pas venu. J'ai été honnête pour dire je ne maîtrise pas les contours. Mais j'ai rebondi sur la question qui est pertinente que vous avez posée parce qu'il s'agit de 49 militaires. C'est l'État à État. Et les États sont très sensibles. Et aujourd'hui, quand la question est purement militaire, il échappe aux citoyens lambda que nous sommes, qui sont civils. Le civil peut maîtriser tout. L'armée, par définition, est une grande muette. C'est un mécanisme. On forme les militaires pas pour des sentiments. On forme les militaires pour faire la guerre, pour faire palabre. Militaire, ce n'est pas pour causer avec vous et moi, nous le faisons. Militaire, il a son esprit. Si toutefois, un jour, vous êtes en conflit avec un militaire, il suffit qu'ils les aient appelés leurs amis, ils ne chercheront pas à comprendre, ils vont vous frapper. C'est après on réfléchira. Entre nous civils, quand on est en palabre, quand M. Koulibaly va venir, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez la nuance? Donc, quand c'est comme cela, il y a nécessité d'encourager. Et vous l'avez posé la question dans votre introduction, est-ce qu'il y a espoir? Mais il faut aller vers l'espoir. Il faut aller dans le sens que les Africains peuvent transcender certaines divergences. Moi, je salue cette grande nation qui est la nation malienne. Si elle a été vigilante par rapport à la sécurisation de son territoire, si elle a été vigilante par rapport à ce qui est de la sécurité, et que dans ce processus, elle a pris des responsabilités pour arrêter leurs frères qui sont venus ici, qui sont des militaires ivoiriens, c'est à saluer. On ne parle pas de militaires, le gouvernement, en tout cas la transition ne parle pas de militaires ivoiriens et pas de mercenaires. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais moi je respecte toutes les nations, mais en notre position, quand vous nous invitez, je ne suis pas militaire, je ne sais pas ce que c'est un militaire. Je suis un citoyen africain. Je vais rester dans l'objectivité. Il y a eu un communiqué conjoint qui a eu lieu au Togo. Est-ce qu'on réunit ce communiqué? Le communiqué conjoint à la faveur duquel 3 militaires ivoiriens, les femmes, ont été libérés. Ils ont dit quoi? Ce jour-là, est-ce qu'on avait libéré les mercenaires ou on avait libéré les militaires? Donc, moi, mais au départ, quand même, en tout cas, c'était on parlait de 49 militaires, en tout cas, mais le gouvernement a parlé de mercenaires. Je comprends, mais quand le communiqué a été fait, c'était 3 États qui étaient là. La Côte d'Ivoire, le Mali et le Togo qui étaient intermédiaires, c'est-à-dire le facilitateur. Ce communiqué a été fait. On n'a pas mis corde au cou de quelqu'un. C'est un communiqué qui a été fait. Donc, juste pour dire que si maintenant les autorités parlent des mercenaires, sûrement ils ont leur raison, mais quand même des communiqués. Nous, en tant que communicants, journalistes, on a reçu du Togo, on a parlé des militaires et pour des raisons humanitaires, les femmes ont été libérées. Très bien. Alors, et merci. que, attends, je finis. Le dossier qui est entre les mains du procureur, qui poursuit ses enquêtes, je n'ai pas encore connaissance que le procureur, dans ses enquêtes, ait conclu qu'il s'agissait des mercenaires ou pas. Mais le gouvernement de la transition, quand même, parle je respecte, il faut respecter les autorités. Très bien. Personne ne peut contester ce que disent les autorités. Mais est-ce qu'on peut nous empêcher de faire des analyses? En tout cas, vous avez été compris sur cette question. Monsieur Sidiki Kouyaté, est-ce que aujourd'hui, vu la situation qui devient de plus en plus complexe, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que parmi les militaires, ces militaires que le gouvernement de la transition qualifie de mercenaires, on dit qu'il y a des Sénégalais parmi eux, il y a même des Togolais parmi eux? Je crois que il y a une solution déjà à cette crise. Hein. Il y a une solution. Laquelle? Vous savez déjà où on avait libéré 3 femmes, hein, 3 femmes parmi les 49 militaires arrêtés. Le gouvernement, pour un premier temps, avait déclaré que c'est des mercenaires qu'on avait arrêtés. À ce niveau, le gouvernement a revu peut-être le qualificatif. Tout ça, ça montre qu'il y avait des débats, il y avait encore d'autres considérations que le gouvernement respectait. Mais après, l'affaire s'est judiciarisée. Et Alassane Dramane Ouattara, qui avait peut-être misé beaucoup sur
la nation, ce qui est sur l'aménagement, c'est-à-dire que les Nations Unies à travers l'aménagement, lui, il s'est fait désarmer dans la mesure où, c'est-à-dire par voie officielle, la question était déjà tranchée. C'est Alassane en ce moment qui devrait reculer pour mieux sauter. Peut-être pour voir encore d'autres canaux qui peuvent être des canaux plus adaptés pour une telle crise. Parce que si vous devez aller faire un sommet, d'abord en Amérique, un sommet qui était peut-être vu, c'est-à-dire des deux côtés, que ce soit du côté des Nations Unies ou du côté de la CEDEAO, comme dressé contre le peuple malien, contre la nation malienne. Du coup, tous les Africains, partout, se sont braqués contre ce sommet. Donc les résolutions à ce sommet-là ne vont pas seulement lier les autorités, mais ça va lier les autorités et l'ensemble des peuples, et l'ensemble des Africains qui sont hostiles à des pratiques comme ça, qui nous pensons que c'est des pratiques surannées, des pratiques insalubres et des pratiques qu'il nous faut avancer. Et donc là, on décide, on lui dit qu'il y a des gens qui vont venir. Le gouvernement malien peut-être pouvait le recevoir le jour indiqué depuis là-bas. Le décalage, ça sous-entend quelque chose. Ça montre déjà que le sentiment que les autorités maliennes ont par rapport à tout ce qui se passe là, ça va compliquer davantage la situation. Donc, moi, ceux qui sont venus, effectivement, de part et d'autre, nous avons appris qu'ils ont vu effectivement que parmi ces éléments, ils ne sont pas tous des Ivoiriens. D'autres même ont confirmé que parmi ces éléments-là, il n'y a que 5 Ivoiriens. Alors, si c'est des éléments qui doivent venir un peu de partout, en ce moment, on ne peut pas parler de l'armée ivoirienne. Si ce n'est pas une armée ivoirienne, alors quelle est cette entreprise en Côte d'Ivoire? Une entreprise qui peut mettre ensemble toutes ces différentes nationalités et les faire venir dans une mission. Et même par rapport à leur profession, on dit qu'il y a cette question carreleur, effectivement, maçon et autres. Donc il y a tellement de zones d'ombre dans cette affaire que le peuple ne peut pas prendre ça à la légère. Donc du coup, cela aussi a des incidences sur la conscience des autorités maliennes. Donc c'est pour vous dire que en voulant banaliser cette affaire comme Alassane Dramane Ouattara a voulu le faire, il a rendu compliqué la situation. Et voilà pourquoi, à un moment, il y avait le rejet qui avait fait le déplacement pour venir voir les autorités. Après, il n'y a pas eu de réaction. Les trois personnages sont venus chez nous. Après, il n'y a pas eu de réaction assez qui pouvait nous permettre de comprendre un peu ce qui se passe. Ce qui se passe. Ils sont venus, ils sont repartis dans un silence radio. Cela sous-entend quelque part qu'ils ne sont pas satisfaits peut-être de ce qu'Alassane a voulu leur faire croire. Et donc, force de place pour aller en Côte d'Ivoire. Effectivement, on devrait peut-être même, pour le respect de la personne de Faure, expliquer clairement que Faure vient pour un compte-rendu. Donc, ça nous permettra de comprendre que cette affaire-là, Alassane est en train de prendre maintenant au sérieux, dans le bon sens. Mais si tel n'est pas le cas, finalement, les gens vont observer. Et c'est à la justice maintenant de faire son travail. Et moi, je pense que le travail de la justice, ce n'est pas un travail compliqué. Hein. Voilà, n'est-ce pas? Vous avez été une fois avocat, en tout cas, on reviendra. Alors, M. Georges, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit dans cette affaire? En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sues, en tout cas, dans cette... Est-ce qu'on cache quelque chose? Bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dévoilées. Voilà, on va dire comme ça. Très bien. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas plus d'informations que ça là-dessus. En fait, je ne sais pas qui sont ces personnes qu'on a arrêtées, quelles sont les nationalités. Voilà, il y a des noms de pays qui circulent, mais je ne sais pas comment... Véritablement. Oui, parce que on ne les a pas vus, on n'a pas vu les pièces d'identité, on ne les a pas entendus. Les preuves ne sont pas présentées, en tout cas. Donc, du coup, je ne sais pas qui ils sont, en fait. Donc, moi, personnellement, je ne peux rien dire de plus, en fait, sur cette histoire. Très bien. Alors, oui, je voulais rebondir. Hein. Très bien, je voudrais saluer mon frère et je voulais l'inviter à la lucidité. Le panafricanisme, il est fondamental. Tout panafricain doit œuvrer pour la cohésion de l'Afrique. C'est très pertinent. Si chacun va prendre position pour sa famille ou sa maison, les Africains ne s'attendront jamais. Et je voudrais que nous, panafricains, on transcende ce sentiment. Pourquoi je le dis? Quelle que soit la nature... Vous réclamez du panafricanisme, apparemment. Oui, mais je suis panafricain, bien entendu. Très bien. Et dans ce précis, il faut un panafricanisme réaliste.
et non un panafricanisme biaisé. On ne peut pas être panafricaniste quand ça m'arrange et je cesse d'être panafricaniste quand ça ne m'arrange pas. Quand il y a eu l'embargo, les Ivoiriens ont marché pour soutenir le Mali. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a un problème entre Mali et Côte d'Ivoire et les panafricanistes ne cherchent pas à ce que ça s'apaise. Et que les panafricains ne cherchent pas à ce que le feu soit éteint. Les autorités, ils ont leur dimension. Faites allusion à quoi et à qui? Justement, à propos de mon frère, il est quand même le porte-parole de Yéréworo. Yéréworo est une puissance au Mali. La première des puissances qui va demander la paix entre nos États, c'est eux. Je ne me rappelle pas que Sidiki Kouyaté a demandé la guerre. Non, je n'ai pas parlé de guerre, mais j'ai écouté son allocution. Ne résumez pas un État à Alassane Ouattara. C'est une erreur gravissime. C'est deux États. Alors, M. Monoko, il est quand même le président de la République. Justement, c'est à ce niveau qu'il faut parler du président, mais pas dit Ouattara. On dit président de la République de Côte d'Ivoire, chef d'État de la Côte d'Ivoire, l'esprit est posé. Moi, je veux la sincérité dans tout ce qu'on fait. Je ne me permettrai pas de dire... Non, toutes mes excuses, c'est vrai, c'est la richesse du débat. C'est la richesse du débat. Ok, allez-y. On est ici à débattre. Oui, mais parce que les gens qui nous suivent, vont apprendre ce que nous disons. S'il y a le positif, ça les arrange. Il peut dire ici qu'il n'y a pas eu de communiqué officiel. Mais vous lui reprochez quoi exactement? Oui. Lorsqu'il disait tantôt, c'est très important ce que je dis. Allez-y. Je ne suis pas. Quand il dit qu'on a parlé des nationalités et tout, il n'y a pas eu de communiqué. À la faveur de la rencontre des autorités qui sont venues là, c'est-à-dire la commission de haut niveau de la CEDEAO est venue à Bamako, il n'y a pas eu de communiqué. Ni au niveau de l'État et des autorités maliennes, ni au niveau de ceux qui sont venus. On ne peut pas donc nous faire ici sur le plateau qu'il est togolais zaïrois. Il n'y a pas de... Il faut nous tenir. Non, je sais, c'est très important. Non, je vais finir. Si parce que moi, je tiens compte de la population. Allez-y, le dernier mot, oui, sur ce sujet. Je l'encourage à appeler à ce que nos États s'attendent. Voilà. Très bien. Mais et pourtant, c'est ce que je veux faire. Hein. Quand je dis qu'ils sont partis tenir un sommet aux États-Unis d'Amérique, c'est là à raviver des tensions, des panafricains, de la Côte d'Ivoire. Il fallait forcément le faire en Afrique. C'est pas une première. J'ai la parole. Je dis qu'il y a des Ivoiriens. Je vis beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas accepté ce principe-là. Parce qu'on était face à un problème bien sérieux. Ça, c'est un. On a appris, nos autorités ont communiqué là-dessus, que nous avons appelé le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire, qui a déclaré qu'il n'est pas au courant qu'il y a de ces éléments de la Côte d'Ivoire qui sont venus au Mali. Ça n'a pas été démenti par la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que vous appelez à l'union. Vous savez... Monsieur Monoko, vous n'avez pas encore la parole, s'il vous plaît. Je suis le seul maître ici à distribuer la parole. Voilà. Donc maintenant, si l'État ivoirien n'est pas au courant, nous, non, ça c'est des détails militaires. Dans mon analyse, s'il vous plaît, vous êtes civil, je suis civil. Appelons à la paix. Dans mon analyse, laissez votre analyse. S'il vous plaît, Monsieur Monoko. Dans mon analyse, s'il vous plaît, Monsieur Monoko. Oui. Dans mon analyse, cette affaire n'est pas un problème entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est une affaire entre Alassane Dramane Ouattara, sa seule personne, et les autorités maliennes. Point. Nous avons fait un communiqué. Yéréwolo a fait un communiqué pour dire que cette affaire, ce n'est pas nous, peuple malien ou africain ou c'est pas ivoirien qui sont concernés. Alassane gère ça avec les autorités maliennes. Très bien. Alors, vous avez été compris. En tout cas, sur ce sujet, on va passer à autre chose. Rapidement, multiplication des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Le dernier cas au Burkina Faso, c'était le 30 septembre 2022. Le coup d'État s'érige finalement en règle dans nos États. Que devons-nous faire? Alors, Monsieur Georges, je vous pose la question. Le coup d'État s'érige en règle. Ah, ça, c'est la grande question. Que faire contre, ou bien pour... remédier à la prise du pouvoir par les militaires. Je pense que déjà, il est important qu'on ait un système politique vraiment adapté à notre situation. C'est-à-dire que il faudrait que dans nos États, qu'on puisse réfléchir et qu'on se dise, OK, si vraiment c'est ce mode démocratique que nous voulons, quelle est la démocratie qui serait adaptée à nos réalités, adaptée aux ambitions de nos populations, mais aussi à la vision que nous avons de nos pays et
c'est-à-dire à l'État et à la nation que nous voulons fonder aujourd'hui dans nos différents pays. Donc c'est important que nous puissions avoir aujourd'hui dans ces différents pays-là des mécanismes qui pourront résoudre ces problèmes sans qu'on en vienne forcément à un coup d'État militaire. Mais comment on peut expliquer le fait qu'un militaire a fait un coup d'État et il y a un autre militaire qui lui fait un coup d'État et en moins de 8 mois? Comment on peut expliquer cela? Moi, ma crainte, c'est qu'on ne soit trop pressé dans nos différents pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas convaincu qu'en 8 mois, on puisse dresser le bilan. D'un chef d'État aujourd'hui, quelle que soit la manière dont il ait pris le pouvoir. C'est-à-dire que je ne suis pas convaincu qu'il suffit de 8 mois pour se dire, ok, lui il va dans la bonne direction, tel autre va dans la mauvaise direction. Pour moi, j'ai l'impression qu'avec ces coups d'État à répétition, que les populations sahéliennes soient très pressées et qu'aujourd'hui, on ne laisse plus le temps aux dirigeants qui sont en place de pouvoir mettre en place les systèmes qu'ils ont ou les stratégies qu'ils ont pensées et qu'ils ont voulu mettre en place. Donc pour moi, j'ai peur qu'on ne soit trop pressé et que dans cette précipitation aujourd'hui, que le coup d'État ne soit la règle ou la finalité des manifestations ou bien du désamour des populations. Donc il nous faut aujourd'hui avoir aussi des mécanismes qui nous permettront de dire, ok, bon, on ne suit plus telle ou telle personne et on cherche d'autres voies et moyens pour résoudre cela, mais sans forcément passer par des coups d'État. Parce qu'aujourd'hui, imaginez, on n'est pas d'accord avec la politique d'un président, peut-être sur une question principale, une question précise bien donnée, on s'en va faire un coup d'État. Peut-être que ce président... C'est trop facile. Hein? Non, peut-être que ce président, il a un 10 sur d'autres domaines, par exemple. Peut-être que l'économie le tient bien, peut-être que l'éducation marche bien, mais sur la question sécuritaire, peut-être certainement qu'il a des lacunes. Donc, est-ce qu'on doit... à cause de cela, jeter le bébé avec l'eau du bain à cause d'un domaine qui est défaillant. Donc il y a aussi ces questions-là qui méritent d'être posées dans cette situation-là. Très bien. Alors, M. Chéré Kikouyaté, Damiba, Paul-Henri Damiba, les gens, le peuple le qualifie d'impertinent sur des questions sécuritaires. Les gens veulent qu'il soit comme un Assimi. Bon, il a répondu à cette question. Dire que le Burkina, c'est le Burkina, le Mali, c'est le Mali. Donc, c'est au Burkina de faire à sa façon. Et voilà, le balayeur est balayé. C'est un peu ça. Parce que même faire comme Hachimi, peut-être qu'ailleurs, les gens sont trop satisfaits de ce qu'Hachimi fait. Hachimi ne fait pas beaucoup de choses. Hein. C'est le peuple malien qui s'est organisé, a montré un chemin à Hachimi, pendant un moment, marchait sur cette lancée. Mais pour l'heure, hein, Hachimi aussi est en train de dévier. Donc il ne s'agit pas de faire comme il dévie par rapport à quoi? Vous savez qu'il y a un scénario qui a été bâti par la France par rapport à la résolution de la crise malienne. Quand on parle de la France dégage, il s'agit de faire partie de la France et avec tout ce qu'elle a amené comme débris, et comme fabrication, tel que l'amunissement, l'accord d'Alger, le statut actuel de Kidal, tout ça. Mais vous êtes arrivé à faire partie Barkhane. Que voulez-vous, monsieur Chériki? Nous avons fait partie Barkhane parce que c'était un élément de ce que la France a mis. Vous êtes également retiré du G5 Sahel? Non, on nous a fait éjecter parce que, tout simplement, on nous a dit qu'il n'y a pas de la place pour nous. Donc, finalement, on s'est fait éjecter comme la France aussi est partie d'elle-même lorsqu'on a même fait c'est-à-dire lorsqu'on avait adopté cette même pratique à l'égard de la France. Donc, je peux vous dire que là où nous sommes aujourd'hui, tant que les autorités ne cherchent pas à comprendre le peuple et à tenir compte de l'évolution du peuple, on ne finira jamais avec les coups d'État. Ça, c'est clair. Hein? Et ces pratiques-là vont bientôt arriver en Europe. Hein. C'est une prophétie ou c'est de la proclamation de l'Apocalypse? Ce n'est pas une prophétie. Vous savez que c'est des États qui ont connu des époques comme ça bien avant nous. Quand nous, on vivait dans la tranquillité, dans la démocratie, dans le respect des personnes. Vous avez déjà connu la démocratie avant les Blancs. Apparemment, c'est ce que vous... Mais ce que les Blancs appellent la République, nous l'avons connu depuis dans les années 1200.
Okay. Parce que nous, on avait un parlement ici. C'est avec la création du parlement que les Français parlent aujourd'hui de la République. Donc c'est pour vous dire que ce qui se passe aujourd'hui en Europe, c'est des éléments annonciateurs de ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Les coups d'État, les coups de force. Imaginez des institutions, un seul juge dans un tribunal peut mettre en cause ce tribunal. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des institutions qui sont faites pour broyer le peuple et leurs intérêts. Et dans cette atmosphère, comment vous pouvez penser à la stabilité, comme on veut la stabilité des institutions? Parce que les institutions sont faites pour être déstabilisées. C'est les institutions aujourd'hui qui provoquent ça. Damiba, qui défiait le peuple burkinabé, quand il disait que non, c'est pas la France, c'est pas la Chine, c'est pas... Alors que le peuple, dans son désespoir, est en train de faire une proposition. Toi, la coopération avec la Russie. Si tu ne veux pas la coopération avec la Russie, il faut apporter autre chose. Ça vaudra mieux que d'aller insulter le peuple. Est-ce que ce n'est pas chasser un maître pour avoir un autre maître? On nous disait à l'époque, quand on disait qu'il faut que la France parte et qu'on veut un partenariat gagnant-gagnant avec la Russie. Mais là où nous sommes aujourd'hui, nous, on sait que diplomatiquement, on avait besoin de la Russie. Okay. Diplomatiquement. Et nous savons très bien qu'à l'époque, les gens qui nous disaient que seul on ne peut rien, c'était notre réponse également à ceux-là pour dire que la France n'est pas seule au monde. Il y a d'autres partenaires. Très bien, vous avez été compris, M. Chiriki Kouyaté. Voilà. Est-ce que le coup d'État s'érige finalement en règle dans nos États? Surtout ces dernières années, nous avons constaté quand même que le Mali a donné le ton, la Guinée a suivi, le Burkina a suivi. Est-ce qu'aujourd'hui, si les politiques échouent, le coup d'État s'érige en règle, comme le disent certains observateurs? Est-ce que vous confirmez cela? Moi, je ne suis pas... Je prends toujours du recul dans des analyses. Et je fais toujours l'effort de ne pas être passionné. Un militaire, c'est un militaire. Quand on veut une société organisée, on définit les sphères de compétences des entités qui composent la société. Okay. Pourquoi avons-nous donné toutes les armes aux militaires? C'est parce qu'ils ne sont pas politiques. Sinon, chaque citoyen devrait garder des armes. Donc, si on a demandé aux militaires de garder des armes, c'est parce qu'ils ne peuvent pas intervenir sur le terrain des civils, qui est celui de la politique. Donc leur intervention sur le plan, sur l'échiquier politique est une anomalie. Oui, ça devrait être circonstanciel, mais pas une philosophie qui devrait être sous-tendue pour dire faisons la promotion des interventions militaires. Moi, je ne crois pas que ça soit un bon chemin. Je prends l'exemple de ce grand pays, le Mali, où nous avons été témoins de ce qui s'est passé. C'est comme si on avait l'impression que les militaires maliens étaient dans leur caserne, avaient étudié le plan de renversement du pouvoir. Je ne crois pas que ça soit ça, parce qu'on ne peut pas biaiser l'histoire. On est tous comptables de l'histoire, chacun de nous écrira un livre sur l'histoire du Mali. Il y a eu deux tendances qui devraient s'affronter, le M5 RFP et les pro-IBK. Fallait-il les laisser s'affronter pour avoir un bain décent? La logique aurait voulu que les institutions garantes de tout, c'est l'armée, qui garantit tout. La sécurité, voilà. L'armée intervient et met fin à cet affrontement. C'était logique. C'est une logique. Et on a tous félicité et on félicite l'armée. Il faut donc, dans ce cadre précis, l'armée qui s'est donnée, et puis tous les Maliens se sont retrouvés pour se donner ce qu'on appelle la charte de la transition, de façon souveraine, de façon libre. Il faut aider à ce que cette mission réussisse. Il y a eu des contingences internes. Donc, 18 mois, on a ajouté 24 mois. Il faut les aider à réussir les missions. Donc, s'il faut maintenant faire la promotion des coups d'État, Burkina a connu combien de coups d'État? Quel est le développement du Burkina Faso? Si c'est les coups d'État qui justifient le développement d'une nation, ça serait l'un des grands pays développés. Nous avons eu en tout cas ici au Mali, en 30 ans de démocratie, 4 coups d'État avec plusieurs tentatives. Si c'est coups d'État qui faisaient le développement, on serait très loin. On a fait coup d'État contre Modibo Keïta. L'histoire nous apprend que ça a été fêté 6 mois durant. Aujourd'hui, tout le monde parle de Modibo. C'est pour dire qu'on peut applaudir aujourd'hui et regretter demain. Moi, ce qui m'intéresse ici, il y a une équation très pertinente que les gens ne posent pas. Est-ce une façon de dire qu'on ne peut plus donner la possibilité aux citoyens, c'est-à-dire aux civils, de gérer nos États?
Est-ce que les panafricanistes que nous sommes dans une dynamique de dire, nous les citoyens, on a tous échoué, nous les civils, on a tous échoué, et ils faisons la promotion des militaires qui vont nous gérer. Je crois que... Mais si les militaires, si les militaires amènent au développement du pays, pourquoi ne pas leur confier cela? C'est justement, quand on fait un concours, on vous dit voilà les règles. Dans une société, c'est réglé. Celui qui est chauffeur, il ne peut pas à la fois être maçon. Mais s'il est polyvalent. La polyvalence n'exclut pas la sphère de compétences. Et justement, il faut être lucide. Les militaires, quand ils viennent, c'est pas dire qu'il y a eu des anomalies. Ils règlent et ils retournent. Si maintenant, on est unanime pour dire, donnons tout aux militaires pour gérer, là, le civil devrait gérer, il ne faudrait pas qu'on soit aussi demain dans une logique de regret. Pour dire, puisque le militaire, il est formé, pas pour le sentimentalisme. Je suis d'accord. Non, je vais finir. C'est très pertinent ce que j'ai dit. Allez-y rapidement, voilà. s'il vous plaît. Le militaire, il est formé, pourquoi? Pour faire la guerre. Point barre. Point barre. Il n'a pas autre chemin. Sinon, tout le monde devrait être militaire. Ok. Peut-être avant de vous revenir... Oui, monsieur Patrice, personne ne dit que c'est avec le coup d'État qu'on développe le pays. Moi, j'ai apporté mes analyses sous un angle bien précis. Non, pas par rapport, je ne vous ai pas répondu. Non, je sais, c'est ouais. pas, je sais. Ouais. Mais c'est pour préciser qu'il y a des causes qu'il faut éradiquer. Sans ces causes-là, on sera tout le temps en train de dire que c'est pas bon le coup d'État et tout. Parce qu'imaginez ce qui s'est passé au Mali, quand Ibeka a chuté. Le peuple malien avait toute la chance, tout le pouvoir de mettre en place même un civil. Mais il y avait un élément qui manquait. C'était quoi? Quel est ce civil-là à qui on peut placer notre confiance? C'était ça la réalité. Attends. Il y a un mécanisme. Alors, oui, allez-y. Je pense que quel est le civil qui veut diriger le Mali? Il a la parole. Il y a un mécanisme déjà qui existe qui répond à cette question. C'est quoi? C'est quel mécanisme? Ce sont les élections. C'est aussi simple que ça. Mais juste après, est-ce qu'on pouvait aller? Il faut l'étape transitoire d'abord. C'est pas possible. Mais qui va organiser ces élections? Non, je disais qu'il fallait choisir pour organiser ces élections en tant que chef de l'État. Maintenant, la question qui se pose, là on parle loin du Burkina Faso, on vient au Mali. Bon, c'est pour les coups d'État, quand même. Pour terminer, c'est pour dire que ces coups d'État, ce n'était pas seulement contre les civils. Hein. Ce qui s'est passé tout récemment au Burkina Faso, c'est contre un militaire. Un militaire qui n'est pas avec son peuple, qui n'est pas également avec les éléments avec lesquels il a... Qu'est-ce qui définit qu'il n'est pas avec le peuple? Quelle est comment on sait? Est-ce que le baromètre, c'est à coup d'applaudissements, c'est avec des manifestations? Comment on sait qu'il n'est pas avec le peuple? S'il était avec le peuple, pourquoi il n'est pas toujours là? Juste, en fait, allez-y, on va aller un à un, s'il vous plaît. Je vais vous aider. S'il vous plaît, oui, allez-y. Parce que je vais vous aider. S'il vous plaît, on va aller un à un. Vous avez attendu le communiqué de l'état-major de l'armée burkinabé. L'état-major a été neutre. C'est l'état-major qui a sauvé le peuple burkinabé. Il n'est pas resté parce qu'il y avait d'une part des cobras. Non, je viens. D'une part les cobras, parce que ce n'est pas le peuple qui a fait à ce que les consensus se trouvent. C'est l'état-major qui a fait un communiqué, surtout l'armée de l'air, pour dire on est au-dessus de tout ceci. Il y a les cobras, il y a les gens d'Amiba, il faut les réunir. Ils ont appelé les détenteurs de pouvoir traditionnels, c'est-à-dire les chefs coutumiers et religieux, pour aider, évidemment. À ce niveau, je l'ai dit quelque part, quand deux tendances militaires se battent, celui qui a la chance d'avoir une portion du peuple ou de la population l'emporte. Mais est-ce que c'était effectivement le choix du peuple? Parce que c'est quand vous, qui êtes dans une société civile, vous êtes dans les rues, et vous êtes en train d'en découdre avec le pouvoir, que l'autre fraction de l'armée vient, ça rentre dans une logique d'un mouvement populaire et des slogans populaires. Mais entre deux armées, et nous dire en même temps que c'est le truc du peuple, c'est un peu difficile à consommer. Très bien. Voilà. Merci. Alors, coup d'État d'un militaire contre un militaire, est-ce que l'armée est divisée au Burkina? Je ne sais pas, je n'ai pas les contacts nécessaires pour dire... Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une division au sein de l'armée, puisque nous savons aussi que Emmanuel Zungrana, qui était en prison, nous avons appris dans les coulisses que ce coup d'État a été orchestré par lui depuis sa cellule. Bon, ça, je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que quand le capitaine Traoré et ses camarades faisaient le coup d'État, que le président qui était en place
à cet instant qui était Damiba, n'étaient pas du même avis. Donc du coup, chacun d'eux avait ses tendances au sein de la même armée nationale et que le capitaine Traoré et ses camarades ont utilisé un levier aujourd'hui qui parle aux Sahéliens de façon générale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis à la télé, ils ont dit ok, Damiba serait ou bien est dans un camp avec les Français, et ils ont suspendu le couvre-feu, les gens sont sortis et du coup il a retourné, il a provoqué presque à travers ce communiqué une manifestation populaire comme pour dire que voilà, le peuple est avec moi, on part. C'était stratégique de sa part. Oui, et puis aussi ils ont dit nous voulons nouer un partenariat avec d'autres partenaires. Ils n'ont pas dit la Russie en fait, mais ils ont fait nuancé. Ouais, il y a le drapeau russe qui circulaire. Donc ils ont utilisé cette stratégie. Pour moi, ça c'est très intéressant de voir que aujourd'hui il y a aussi beaucoup de facteurs qui se rejoignent, et quand ces facteurs se rejoignent, on va presque de façon inéluctable à un coup d'État. Quand il y a des attaques terroristes qui se succèdent et qu'il y a des manifestations, on en conclut directement ce dirigeant, il n'est plus valable. Et voilà, le peuple veut un changement parce qu'il y a des manifestations. Alors que c'est ce même peuple, en tout cas, pour remonter aux origines, qui a déjà d'abord fait partir Blaise Compaoré, une insurrection populaire qui a amené Roch Marc Christian Kaboré. Le même Roch Christian Kaboré est parti. On a dit que c'est ce même peuple qui veut qu'il parte. On ne sait pas trop comment on évalue la volonté du peuple. Est-ce que c'est la foule qui représente le peuple, ou bien il suffit que une partie du peuple manifeste et que aujourd'hui on parte vers un coup d'État? Est-ce qu'aujourd'hui une manifestation vaut une élection? C'est presque Chiriki, ça en fait. Est-ce que M. Paul-Henri Damiba n'a pas fait une erreur en faisant venir Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, étant donné que la justice l'a condamné, et nous savons que la famille de Thomas Sankara est toujours en vie et la justice était en train de faire son travail? Est-ce que c'était une erreur de la faire venir pour une quelconque réconciliation nationale? Mais quand il a fait, je crois, le jour même, j'ai été reçu sur un plateau où j'ai dit clairement qu'il va payer pour ça. Parce que ça va créer une frustration qu'il n'a pas les moyens d'atténuer. M. Koulibaly et M. Monoko, vous savez, c'est des champions quand il s'agit de... Parce que c'est des journalistes, ils sont journalistes comme moi. Quand il s'agit de voir un peu, de peser l'opinion de la population. Mais en même temps, au même moment, ils disent qu'on n'a pas le baromètre pour savoir ce que le peuple veut. Le peuple n'a pas voulu le départ de Blaise Compaoré parce que c'est Blaise Compaoré, parce qu'il y a un besoin qui n'a pas été satisfait. Et Roch, en venant, il savait qu'il y avait ce besoin, il a même promis, il est venu. Ouais, c'est par élection que Roch est venu. Et ce Roch-là, quand il partait, il a fait des désaveux pour dire que vraiment ça n'a pas du tout marché. Donc Roch savait ce que le Burkinabé veut. Comme aujourd'hui, Assimi Goïta sait ce que le peuple malien veut. Maintenant, s'il n'y a pas de solution aux problèmes posés... Le peuple, c'est ceux qui sont dans la rue, ou c'est quoi, justement? Vous savez, ceux qui sont dans la rue, c'est une portion du peuple. C'est pour vous dire que ceux qui sont dans la rue, c'est des représentants de ceux-là qui sont dans les salons. C'est-à-dire que dans les chambres à la maison, des vieilles, des papas, tout le monde, ce sont ceux-là qui répondent à leurs aspirations sur le terrain. Et c'est parce que tout le monde n'a pas cette chance-là, d'avoir ce temps, d'avoir cette énergie, d'avoir même ce courage-là d'aller manifester dehors. Donc, si vous voyez 1 million de personnes dehors, c'est qu'il y en a des milliers. Non, rien ne le prouve en fait. Non, on ne peut pas amener 1 million de Ça, c'est une supposition. Non, c'est comme une supposition. Oui, on ne peut pas dire qu'il y a 1 million de manifestants. Monsieur Koulibaly, on le dit en connaissance de cause. On ne peut pas le prouver. Non, ça dit que ce n'est pas un jeu d'hasard. Hein. Si vous... Non, je viens. Si on organise une manifestation, nous, on sait quels sont les moyens qu'il faut déployer pour acquérir combien de personnes.
on ne peut pas organiser une manifestation sans avoir une idée. Vous ne pouvez pas dire que ceux qui ne manifestent pas c'est-à-dire ont donné aussi leur quitus à ceux qui manifestent. C'est-à-dire que ne pas manifester peut aussi une manière de dire que je ne suis pas d'accord avec ce pourquoi vous manifestez. Je ne suis pas dans un jeu de hasard. Mais c'est un peu comme... Vous n'êtes pas dans un jeu de hasard, mais ce que vous dites... Mais c'est un peu une donnée hasardeuse. Je vais l'expliquer. Mais il y a beaucoup de nos éléments qui sont régulièrement dans nos rencontres qui n'ont jamais le temps d'aller manifester. Je viens. Si par exemple, Irewolo, quand Irewolo organise, c'est-à-dire quand Irewolo tient hebdomadairement son assemblée générale, mais c'est seulement les représentants qui sont là. Mais les comités de base, les coordinations, mais ceux qui composent ces coordinations ne sont jamais présents lors de ces assemblées. C'est la cuisine interne. Non, c'est pour vous dire que quand il y a des manifestations, on exige même à ceux que par là, vous venez. Donc, parce qu'on veut que ça soit tel nombre pour la manifestation. Ah, merci, monsieur Siriki. Oui, allez-y, rapidement. Vous êtes tellement intelligent, je vous félicite. Et je suis fier de vous. C'est tellement cool. Il me dit des choses que lui-même, dont il n'est pas sûr. Quoi? On a vu des meetings, des campagnes politiques qui ont rempli des stades. Les gens n'ont pas eu 2%. Non, vous n'avez pas compris. Non, avec ce nombre, on ne peut pas sur le terrain politique. Hein. Non, il parle de foule. Oui, effectivement. Il a la parole. Mais attention, une précision. Ok, allez-y, rapidement. Remplir le stade de 26 mars là. Ouais, ça te donne combien de pourcents? Mais vous avez, non, écoutez, vous avez donné l'exemple. Très bien. C'est très important. Je dis que... Parce que si c'est dans cette militaire-là, tu n'auras rien. Très bien. Alors, vous avez été compris. Tu n'auras rien. Allez-y, monsieur Monoko, allez-y. C'est que je suis fier de lui. Hein, parce qu'il veut jouer à un jeu, mais qui ne passe pas quand on est là. Non, c'est des chiffres. Non, c'est un jeu qui ne marche pas. Qu'il veut jouer, mais quand vous êtes là... Ça ne marche pas. On a vu des politiques qui ont drainé les foules. Personne ne pouvait mieux imaginer que Feu Soumaïla Cissé. Personne ne pouvait mieux imaginer que la débat. Personne ne pouvait mieux imaginer que des grands partis politiques ici. Certains ont eu 2%, 3%. Très bien. On ne peut pas donc nous faire admettre que parce que les gens sont dans les rues, on sait combien de fois on loue les Sotramas, on sait combien de fois ça se passe, et après les meetings, les gens se battent entre eux. Très bien, alors vous avez... Donc, justement, je vais conclure rapidement pour dire que qu'il soit ce grand panafricaniste pour qui j'ai beaucoup d'estime et qui ne tombe pas dans les grandes passions. Très bien. Voilà. Qu'il ne tombe pas dans les grandes passions, il faut qu'on dépasse la passion, il faut qu'on dépassionne le débat. Alors, je reviens à vous. S'il est facile de faire le coup d'État, pourquoi n'est-il pas facile de lutter contre l'insécurité? Puisque c'est les militaires qui viennent au pouvoir par les armes. Ils ont les mêmes armes pour lutter contre l'insécurité, mais on ne les voit pas. Si c'est pour les coups d'État, ils brillent par leur coup d'État. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, une très bonne question. Elle est pertinente. Et cela, ça m'amène au Burkina Faso. Damiba, qui a renversé Roch Marc, qui était donc civil, qui ne pouvait donc pas justifier pourquoi les militaires n'étaient pas dans les conditions. Ibrahim Traoré parlait hier pour dire notre problème n'est pas celui du peuple ou pas, mais nous, on veut être équipés pour être sur le terrain. Il y a ce que l'on dit quand il n'est pas au pouvoir. Le pouvoir est complexe. Et quand on entre dans la gestion du pouvoir, on y découvre certaines réalités qui échappent à l'homme du commun. Et dès lors, les choses se compliquent. Vous posez donc une question pertinente, puisque dans le fond, qui sont ceux qui sont sur le terrain? C'est les militaires. Et ils disent aux civils que non, il a échoué. On suppose donc que quand ils viennent, ce sont 12 heures qui interviennent ou des 6 mois qui interviennent, ils vont tout nettoyer. Mais où en sommes-nous, le bilan? Je félicite ici l'armée malienne qui se bat comme elle veut parce que le pays est très vaste. Ça fait 4 fois la Côte d'Ivoire, hein, le Mali. C'est tout un continent, ça fait 4 fois la Côte d'Ivoire. Par excès, bien entendu. Cela veut dire quoi? Il faut donc mettre à l'esprit que les coups d'État peuvent être circonstanciels, mais ne peuvent pas être la solution aux problèmes sécuritaires ou d'insécurité que nous avons. Si tel était le cas, on n'en serait pas déjà ici. Mais touchons le doigt, faisons tout pour que demain, Burkina Faso puisse sortir grandi. Sinon, il risque encore d'être tutoyé par ceux qui, aujourd'hui, l'applaudissent. Parce que les réalités de la politique politicienne et la réalité des gestions de l'État
c'est deux mondes tout à fait différents. Très bien, vous avez été compris, M. Touali. Alors, le Burkina Faso, le Mali, deux pays frontaliers, est-ce qu'aujourd'hui, les Burkinabés s'inspirent du modèle malien? J'ai été au Burkina Faso au lendemain du coup d'État de Damiba. Et à la frontière, quand j'ai remis juste mon passeport malien à la police des frontières burkinabè, le monsieur m'a dit ces mots-là, ça m'est resté en tête. Il m'a dit, vous nous avez donné le courage de faire ce qu'on vient de faire. C'était juste au lendemain du coup d'État de Damiba. Et j'ai constaté qu'à Bobo-Dioulasso et également à Ouagadougou, qu'il y avait que les gens suivaient vraiment la situation au Mali. Tu voyais les photos de Damiba et de Assimi côte à côte. Donc on voit que la situation au Mali passionne beaucoup au-delà des frontières maliennes. C'est pour cela que vous avez parlé d'autres nationalités qui sont venues au Mali pour montrer leur sympathie. Solidarité. Voilà, donc et aussi on voit que même dans les argumentaires pour justifier le coup d'État, il y a les mêmes... c'est la même rhétorique qui revient. Bon, on manque de moyens, donc il nous faut plus de moyens pour combattre cet ennemi. Donc du coup, on voit qu'il y a en quelque sorte... c'est comme si c'est un peu à peu près des vases communicantes, on va dire. Donc du coup, il y a ce problème-là. Mais il y a aussi cette peur de voir que dans nos pays, même si on a un président civil élu, est-ce qu'il fera confiance en l'armée? Parce que aujourd'hui, quand on est à la tête d'un pays, on peut se dire que les adversaires, on n'a pas d'ennemis en tant que tel, peut-être on a plus des adversaires internes, et du coup ces adversaires sont d'autres partis politiques, par exemple l'opposition, et puis d'autres mouvances, d'autres tendances politiques. Mais aujourd'hui, est-ce que l'armée dans nos différents pays n'est-elle pas devenue aujourd'hui aussi un adversaire politique, ou en tout cas un adversaire qui peut aujourd'hui renverser les pouvoirs en place à tout moment? Et du coup, on se demande comment c'est comme un cercle vicieux, parce que quand un président sera là, et un président démocratiquement élu sera là, peut-être qu'il sera face à une situation, une armée puissante peut me renverser à tout moment, mais une armée avec moins de pouvoir, de moyens aussi, peut être une conséquence qui va fragiliser le pays, du coup qui amènera aussi un coup d'État. Donc pour moi, il y aura vraiment une crise de confiance entre les politiques et l'armée, quelle que soit la personne qu'on aura à la tête de nos différents pays. Très bien. Alors, lorsqu'il y a coup d'État, nous avons toujours lu ce fameux communiqué de la CEDEAO qui condamne les coups d'État. Mais nous avons aussi des coups d'État constitutionnels dans nos pays. Nous prenons le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, le cas du Togo, où le président est dans son 4e mandat. Et selon ses collaborateurs, son entourage, il ne compte pas s'arrêter là. Est-ce que les coups d'État constitutionnels ne sont pas aussi à condamner lorsqu'on trépatouille la Constitution pour rester ad vitam au pouvoir? Ce coup d'État que vous avez qualifié de constitutionnel, c'est un coup d'État purement militaire. Mais ça se fait en complicité avec l'armée. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui peut permettre... C'est pas ça. La personne qui le fait, la personne fait le coup d'État en complicité avec l'armée. Donc c'est aussi un coup d'État comme les autres coups d'État, parce que c'est un manquement dans le jeu démocratique. Il y a aussi une chose que les gens doivent comprendre, c'est quoi? C'est que peut-être, d'après M. Koulibaly, les élections sont des baromètres. Mais à Ibika, quand il venait, les gens l'ont applaudi. Alors c'était quel baromètre, quoi? C'est un choix, oui, incontesté à l'époque. Il a été contesté par le même peuple-là. Donc, je ne suis pas à ce niveau. Moi, je me focalise un peu sur la cause. Donc, aujourd'hui, les dirigeants africains qui ont peur de l'armée, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Parce que l'armée vient très généralement après le peuple. L'armée vient tout le temps parfait. Cette démarche-là que... La lutte du peuple. Oui, c'est clair. L'armée vient après. Maintenant, c'est des dirigeants qui n'ont pas de respect pour le peuple,
alors qu'ils essaient de faire tout pour essayer de broyer les intérêts suprêmes de la nation. Et quand le peuple se met en agitation, ils comptent également sur cette même armée pour venir gérer l'affaire. Et quand la pression elle est forte, l'armée aussi l'armée recule pour faire son choix. C'est ça le jeu. Et voilà pourquoi nous avons connu un président qui répond au nom d'Alpha Konaré qui disait qu'une armée forte est une menace pour la démocratie. Alors sans une armée forte, on ne pourra pas aller sur la base du développement parallèle de l'économie de la dissuasion. Alors quand il n'y a pas de développement de l'économie, et finalement, ceux-là que vous êtes censés de diriger deviendront vos ennemis. Quelle que soit l'estime qu'ils avaient pour toi au moment où tu viens au pouvoir. Donc c'est cette réalité-là que les autorités doivent voir en face. Et pour combattre. Parce qu'on ne peut pas venir au pouvoir et penser que vous recevez de Allah une puissance. Vous ne recevez rien de Allah. Ce que vous recevez comme pouvoir, ça vient du peuple. Très bien. Et c'est ce qu'Allah a voulu. Très bien. Mais sans que ça ne vient pas du peuple là. Alors vous allez voir que le jour où on vous cherche là, Allah sera là, mais vous allez partir. Très bien, alors vous avez été compris. En tout cas, nous évoquons le dernier sujet rapidement qui sera très succinct parce que le temps est contre nous. La demande du départ de la MINUSMA par le mouvement Yaraolo debout sur les remparts. Les avis sont partagés sur la question et la question passionne et divise dans les grains. Alors, M. Georges Coulibaly, le départ de la MINUSMA, pour ou contre? Rapidement. Sincèrement, pour moi, je serais plus pour une révision du mandat de la MINUSMA. Voilà. Donc moi, je pose le débat dans ce sens-là, pas pour ou contre. Moi, je le vois plutôt pour un mandat plus robuste et qui va plus cadrer avec la logique du terrain, en fait. Très bien. Alors, et vous, rapidement, succinctement sur cette question? La question était de savoir si la MINUSMA n'était pas venue et les autres n'étaient pas venus, est-ce que le mal n'était pas là? C'est l'équation. Donc, si le mal existait... Aujourd'hui, le mouvement Yaraolo demande le départ de la MINUSMA. Je suis très heureux parce que ça, on aurait dû commencer le débat par ce sujet-là avec mon frère pour qu'on en débatte. Yaraolo, est-ce que vous êtes pour ou contre? C'est juste ma question. Il ne faut pas aller dans une logique de... Les États savent ce qui est vrai. Okay. Il faut donc revoir les mécanismes pour aider à ce qu'une transition dans un premier temps réussisse. Parce que tous les débats, on a comme l'impression qu'on n'est pas dans une transition. On fait fi de l'existence de la transition. On parle comme si on était dans un régime normal. Or, la transition a un chronogramme, a un délai. Et donc, il y a des missions qui sont indiquées et dédiées à une transition. Si donc, dans ce cas de précis, et compte tenu de la réalité qui existe, et c'est là je disais que ne faisons pas l'erreur de politiser l'armée. L'armée, elle est régalienne. Mais la MINUSMA, pour vous, doit-il partir ou pas? La MINUSMA devrait partir pour... Est-ce que le mal est fini? La MINUSMA avait une mission d'interposition. Il faut lui donner le mandat d'intervention. Très bien. Le mal est robuste. Voilà. Ok. Alors, vous, c'est vous qui demandez le départ de la MINUSMA. Et dans quelle logique êtes-vous? Vous avez donné un ultimatum le 22 septembre, ils doivent partir. Le 22 septembre est passé, nous constatons qu'ils sont toujours là. Quel est le plan? Quelle est la prochaine étape? Le 22 septembre, on a fait une manifestation. Au cours de la manifestation. Mais ils ne sont pas partis. Je sais. Oui, c'est comme ça que nous on fait. Hein. Quand on avait dit à la France de quitter le territoire malien avant le 10 janvier, c'était pour dire à la France qu'après le 10 janvier, la guerre elle est ouverte. Donc c'est la même chose. À partir du 20 janvier, on a fait du commandement. Et ces 2 commandements sont en exécution. C'est pourquoi la MINUSMA se fait rare maintenant dans les rues. Et dans peu de temps, nous allons sortir également. Hein, parce que c'est-à-dire qu'il faut que les 2 commandements soient exécutés pour faire partie de la MINUSMA. Vous savez que la présence de la MINUSMA, c'est cette présence-là qui institutionnalise notre crise. Mais il y a des frères, des cousins, des parents qui travaillent à la MINUSMA et qui nourrissent leur famille. Oui, s'ils nourrissent leur famille. Par contre, avec la MINUSMA aussi, il y a beaucoup d'autres familles qui sont décimées. C'est la réalité. Donc, c'est à nous de voir. Comment? C'est la MINUSMA qui les décime. Là où nous sommes aujourd'hui, cette crise que nous avons, la MINUSMA, c'est elle qui a dit clairement, quand nous avons été demandé à la MINUSMA des piliers bagages, elle dit qu'elle n'est pas là pour lutter contre l'insécurité. Quand vous êtes allé les voir? Oui, on est parti les voir. Ouais, c'est ça, c'était le 20 juillet. Pour dire qu'il faut partir, nous avons produit un document dans lequel nous avons mis nos préoccupations, nos soucis par rapport à la présence. Mais pratiquement, ce que nous avons évoqué, mais c'est clair et net.
Leur présence institutionnalise la crise. Leurs rapports sont en train de raviver des tensions entre les communautés. Le départ de Olivier Sagado ne suffit-il pas? Ça ne suffit absolument pas. Parce que tout simplement, la MINUSMA étant une force diplomatique et politique pour venir gérer une crise. En venant gérer la crise, elle a dénaturé la crise. Nous, on était face à une agression coloniale par procuration des individus qui sont venus de la Libye, qui sont à la solde de la France. Ils ont venu avec leur scénario de guerre asymétrique, de terrorisme, d'État islamique, de tout un machin. Et à l'époque, en 2012, nous, on était opposés à l'arrivée de la MINUSMA parce que ce sont ces scénarios-là qui vont nous présenter. Et avec ce scénario, finalement, la MINUSMA a quel ennemi? Très bien. Finalement, c'est les peuples maliens et nos intérêts qui sont devenus les... Très bien. Alors, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette... Une petite question. Allez-y. L'armée malienne a besoin des militants. Le Yéréworo a donné combien de citoyens et soldats? Vous avez enrôlé combien dans l'armée malienne? On a proposé 20 000 éléments. Vous êtes déjà inscrit? Bon, l'État n'a pas... Est-ce que vous devez être... Alors, je suis le seul ici, monsieur Monoko, à poser des questions. Et vous êtes là pour répondre. Oui. Donc, chacun soit dans son rôle. C'est bien. Très bien. Alors, nous allons terminer ceci. Merci d'être passé, monsieur Monoko Touali. Merci, je suis très content parce que mon frère de Yéréworo, c'est lui qui détient aujourd'hui tout le pouvoir au Mali. Il y avait bien lieu qu'on débatte de la réalité. Très bien, vous avez été compris. Je suis très content. Alors, monsieur Georges Koulibaly, journaliste, merci d'être là. Revenez quand vous voulez. Il n'y a pas de souci, j'attends l'invitation. Très bien, merci. Alors, monsieur Siliki Kouyaté, porte-parole de mouvement Yéréwolo de Boucher-les-Remparts, merci d'être passé et revenez quand vous voulez. C'est à moi de vous remercier. Très bien, merci. Mesdames et messieurs, cette émission s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Alafia TV. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous. C'est Dieu qui demeure fort.